Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue sur la chaîne YouTube de So Catch by Arl. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo review de WrestleMania. Je vais vous faire la review de la nuit 1 et 2 en même temps. Alors là, on est dans la nuit de samedi à dimanche pour la toute première nuit, le début de WrestleMania. Juste avant de commencer cette review les amis, je vous invite à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et bien évidemment activer la petite cloche. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, @TheDudeHal. Alors le premier match pour ouvrir ce WrestleMania Weekend, Drew Gulak contre Cesaro, match très court, très rapide mais avec beaucoup d'intensité, pas une seule seconde de répit pour les deux hommes. On sait que Cesaro et Drew Gulak sont tous les deux capables d'aller chercher ce style indie, ce style rapide, vif et très intense. J'ai beaucoup aimé ce match, victoire de Cesaro en quelques minutes, c'était plié, bravo à lui, j'ai adoré ce match et je vais mettre la note de 8 sur 10. Ensuite, on avait le tout premier match, le match de championnat par équipe féminin. Alexa Bliss et Nikki Cross en équipe ont récupéré les titres des mains des Kabuki Warriors. Le match était bon, j'ai bien aimé. J'ai eu du mal à rentrer dedans, mais c'était correct. Je dirais grosso modo une quinzaine de minutes. Très bon, pas de fausses notes pour un match féminin et ça c'est vraiment agréable à regarder. Alexa Bliss et Nikki Cross réussissent à s'imposer et repartent avec les titres. Bravo à elles. Je mets là aussi la note de 8 sur 10. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé les amis. On poursuit la soirée avec le deuxième match, Baron Corbin contre Elias. Il y avait un petit doute à savoir si Elias allait être présent, mais oui, il est autorisé à catcher. Il prend donc part au match. Le match dure grosso modo une dizaine de minutes. J'avais pas beaucoup d'attentes et c'était pas terrible pour être honnête. C'était assez long, assez répétitif et ça a cassé l'ambiance. Le bon début, le bon départ qu'avait mis le premier match tag team féminin, le soufflet est un peu retombé, c'était pas terrible. Le match se termine quand même avec une victoire d'Elias, voilà, à WrestleMania, victoire un petit peu volée même sur Baron Corbin. 10 minutes, pour moi c'était 10 minutes de trop, on aurait pu se passer de ce match. Je vais mettre la note de 4 sur 10. Le troisième match de la soirée est un match féminin, Becky Lynch contre Shayna Baszler pour le titre de championne de Raw. Je suis assez surpris que le match soit à cette position dans la carte parce que les dernières quand même Becky Lynch avait fait le main event, premier main event historique de WrestleMania 35 et là je suis assez surpris de le voir à cette position dans la carte mais bon c'est comme ça. Le match est assez court encore une fois, moins d'une dizaine de minutes et je trouve que c'est correct mais assez brouillon. En fait il y a des bonnes idées mais j'ai pas l'impression que le match soit raconté correctement si je puis dire. J'ai du mal à comprendre le storytelling du match. Donc je trouve que ça reste quand même assez brouillon. J'ai pas vu venir la fin. J'ai vraiment pas du tout vu venir la fin et la victoire plus que volée de Becky Lynch. Becky Lynch qui gagne et qui remporte donc ce match et qui conserve sa ceinture. Je trouve ça dommage. Plutôt que d'avoir un match, j'aurais aimé en fait une fin de match clean tout simplement pour que Becky Lynch parte sur une vraie victoire propre et qu'on finisse enfin cette feud. Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu par ce match. Je vais mettre 5 sur 10, mais voilà, je sais pas trop quoi en penser plus que ça, malheureusement. Quatrième match de la soirée, Sami Zayn contre Daniel Bryan pour le titre de champion intercontinental. Encore une fois, un match assez court qui a fait moins d'une dizaine de minutes. Sami Zayn look complètement SDF pour Sami Zayn. Faut penser un petit peu à aller chez le coiffeur, hein, Sami Zayn, parce que là, franchement, c'est dégueulasse. La toute première partie de match, les 2 premières minutes, j'ai trouvé ça un peu bof. Ensuite, j'ai beaucoup plus accroché, le rythme s'est bien installé dans le match. Daniel Bryan avait bien le match en main. Il a fait pas mal de trucs. Il m'a fait peur sur une de ses sorties. Il allait se mettre la nuque directement dans la barricade à l'extérieur. Donc là, j'ai eu très peur pour lui. On sait qu'il a des problèmes de cou, Daniel Bryan. Mais bon, apparemment, ça allait. À la fin, en fait, c'est Sami Zayn qui a réussi à gagner grâce à l'intervention de Cesaro et Shinsuke Nakamura qui étaient là à l'extérieur. Très opportuniste, Sami Zayn. Donc voilà, bon, il conserve, bravo à lui. Le match n'était pas forcément à la hauteur d'un match de WrestleMania, je dirais.
Et bon, j'en attendais peut-être un petit peu plus. Donc voilà, je mets la note de 5 sur 10 pour ce match. Le match suivant est un match triple menace. C'était censé être un match par équipe, mais c'est devenu un match simple. John Morrison représentait son équipe, Kofi Kingston représentait les New Day et Jimmy Usos représentait les Usos. Voilà, donc c'était toujours un match de l'échelle, match triple menace pour les titres par équipe de SmackDown Live. Cette fois-ci, le match a été un petit peu plus long que tout ce qu'on a eu jusqu'à présent, une grosse vingtaine de minutes, et ça fait plaisir, parce que le match était très qualitatif. En fait, dès le début, on sent que ça va être bien, on sent que ça va partir correctement, parce que y a l'utilisation assez rapide, en fait, des échelles dans ce match, et puis même, on sent l'intensité, on sent le désir des trois hommes de faire un match très très bon. On voit que John Morrison aussi est largement un expert dans ce type de match et j'adore John Morrison, je voulais le voir en action et pour le coup c'était chose faite. Il y a du danger et de très 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 grosses prises de risque. Je vous ai parlé de John Morrison et il nous a encore fait un truc de dingue. Il s'est mis sur un coin et il a traversé pour rejoindre un autre coin en marchant sur la troisième corde. C'est incroyable. Allez voir la vidéo, ça doit traîner sur Twitter, même sur YouTube, je pense. Allez voir ce truc-là. C'est incroyable. Quand je vous dis tout le talent de John Morrison, même à son âge, le gars il est dans une shape incroyable. Il a des skills, des compétences. John Morrison, pour moi, c'était l'étoile de ce match. C'est ce que je pensais et j'ai eu raison. Même si je dois dire que les autres catcheurs étaient eux aussi quand même très très bons. La fin elle est décevante parce que j'ai pas trop compris. John Morrison était un peu tout seul dans le ring. Il a mis, je sais pas pourquoi, il a perdu énormément de temps à monter l'échelle alors qu'en vrai il aurait pu gagner, hein, sincèrement, on va pas se mentir. Donc ça a donné du temps à Kofi et ça a donné du temps à Jimmy Uso pour revenir. Donc ils sont revenus. À la fin ils étaient à 3 sur les échelles. Ils ont arraché en fait, non, ils ont décroché tous les trois le socle qui tient les ceintures. Et en fait, ils ont tapé John Morrison. Et John Morrison, en tombant, il a pris les ceintures avec lui. Donc voilà, il a conservé les titres un petit peu de cette manière-là. C'est dommage parce que je pense qu'il aurait pu gagner en fait tout simplement après les spots incroyables, après tout ce qu'il avait réussi à faire dans ce match. Je pense qu'il aurait pu et qu'il aurait dû gagner clean. Je mets 8 sur 10 pour ce match, j'aurais mis plus, j'aurais mis 9, même peut-être 9,5 si la fin de match n'avait pas été gâchée, je trouve ça dommage, voilà. The Miz et John Morrison restent champions par équipe et ça c'est le plus important. Les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Ça m'intéresse. Allez, ensuite on a un match un petit peu particulier, Seth Rollins contre Kevin Owens. Alors particulier parce que le match étant 1 contre 1, c'est un combat normal et que on va dire que le combat se passe pas exactement comme prévu. Ça, je rentre dedans, c'est plutôt pas mal, un bon rythme. Et là, qu'est-ce qui se passe? Au bout de 10 minutes à l'extérieur, boum, Seth Rollins met un gros coup de cloche à Kevin Owens, il se fait disqualifier, victoire de Kevin Owens par disqualification. Et là, à ce moment-là, du pay-per-view, l'impression que j'ai, c'est que les catcheurs, ils ont reçu 2 consignes. La première, c'est de faire moins de 10 minutes, ou grosso modo 10 minutes. Et la deuxième, c'est de toujours faire un finish de merde. Putain, là, je me dis, c'est pas possible, merde, ils vont pas faire ça encore dans tous les matchs. C'est incroyable, quoi. Et en fait, bon, Kevin Owens, il veut finir le combat, il veut aller plus loin, et il dit, écoute, Seth Rollins, on recommence le combat sans disqualification. Et à partir de ce moment-là, le match prend une autre ampleur. Seth Rollins, il met des violents coups de chaise à Kevin Owens. J'aurais pas du tout aimé être à la place de son dos, parce que clairement, le mec, il prend rendez-vous chez l'ostéopathe et il pleure. Mais Kevin Owens, je sais pas comment il fait, par le feu de Dieu, il prend une Red Bull, j'en sais rien. Il réussit à revenir, il met Seth Rollins sur la table des commentateurs. Et il y avait un espèce de gros logo WrestleMania. Et ce qu'il fait, c'est qu'il monte dessus et il saute sur Seth Rollins. C'est plutôt pas mal. Un bon WrestleMania moment, c'est pareil, je vous conseille d'aller trouver les images sur YouTube. C'est vraiment très très cool. Après, il ramène Seth Rollins dans le ring, boum, le stunner, 1, 2, 3, victoire de Kevin Owens. J'ai vraiment bien aimé. Un total grosso modo de entre 15 et je dirais 15-20 minutes ce match au total. Donc c'était plutôt pas mal. La deuxième partie rattrape plutôt bien, j'ai mis la note de 7 sur 10. Ah oui, on a eu un segment aussi pour le titre 24-7. R-Truth était venu se cacher, mais Rob Gronkowski a essayé de faire le tomber, il n'a pas réussi. Mojo Rawley a réussi. Nouveau champion, voilà. C'est rapide comme ça pue la merde pendant WrestleMania, on s'en fout, mais je vous le dis quand même.
Le match d'après, le match pour le titre universel, Braun Strowman contre Goldberg. C'est un match qui a duré 2 minutes. Inregardable, bien évidemment. Plus la merde, les amis. Le seul point positif, évidemment, c'est que Goldberg n'est plus champion. Il y a eu 4 spears, 4 running power slam. Braun Strowman a été plus fort, voilà, il a réussi à garder la ceinture. Goldberg est incapable de sortir un match. Je mets la note de 0 sur 10, c'est honteux. Honteux d'avoir des matchs comme ça à WrestleMania. J'espère que Braun Strowman va nous proposer un règne de champion universel digne de ce nom. Voilà. Il va sûrement avoir Roman Reigns dans les pattes encore. Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais bon. C'était pas ouf. C'était pas ouf, mais au moins c'est fini. On peut souffler tranquillement. J'espère que Drew McIntyre, Brock Lesnar sera un peu plus consistant quand même parce que sinon ça va être dégueulasse. Et le main event de cette première nuit de WrestleMania opposait l'Undertaker à AJ Styles dans le très fameux Boneyard match. Personne ne savait exactement de quelle stipulation il s'agissait. En fait, c'est très très proche d'un Buried Alive match. Donc c'était un match hors arène qui s'est déroulé à peu près dans un cimetière, enfin à proximité entre un cimetière et une ferme, je sais pas exactement l'endroit. Et le but était d'enterrer son adversaire vivant. Le match a duré un petit peu moins d'une vingtaine de minutes, grosso modo, et c'était plutôt bon. J'ai beaucoup aimé. AJ Styles a fait une entrée remarquée dans un cercueil en se faisant passer pour l'Undertaker, mais non, c'était bien AJ Styles avec ses amis du... comment ils appellent ça? Les Good Brothers, Luke Gallows et Karl Anderson. L'Undertaker, lui, est arrivé en American Badass. J'ai beaucoup aimé la façon dont ce match un petit peu spécial a été filmé. Ça m'a beaucoup rappelé en fait les séries type série film en fait. Et c'était aussi beaucoup de travail d'édition au montage parce qu'on pouvait entendre des musiques avec des musiques peut-être un peu plus action, des musiques un peu plus drama en fonction des moments du match. Donc c'était vraiment très bien réalisé et très bien édité. Comme je l'ai dit, c'était pas vraiment un match mais plutôt un combat. Voilà, il n'y avait pas d'arbitre, pas de cloche, ce genre de truc. Le but c'était juste d'enterrer son adversaire. Dès le début du match, Undertaker prend l'avantage en 5 minutes, grosso modo. Il arrive à mettre AJ Styles dans la tombe, mais Luke Gallows et Karl Anderson interviennent pour essayer de lui mettre des bâtons dans les roues. Il faut intervenir des espèces de personnes, mais Undertaker les combats un par un réussit grosso modo à les éliminer. Le surnombre d'assaillants permet à AJ Styles de revenir, mais l'Undertaker reprend très rapidement le dessus avec des pouvoirs un petit peu mystiques. Il se sort de la tombe notamment, il fait jaillir du feu, ce genre de choses. Enfin, il revient derrière AJ Styles. Pouvoir mystique, voilà, on est vraiment sur ce créneau-là. Ça rappelle vraiment la production, les épisodes de Lucha Underground. Pour ceux qui ne connaissent pas, la façon dont c'est filmé, la façon dont c'est réalisé, ça rappelle énormément Lucha Underground. Pour moi, c'est une copie conforme de ça. Bien évidemment, l'Undertaker, voilà, prend le dessus, réussit à gagner, il enterre AJ Styles et remporte ce match un petit peu spécial, même si bon voilà, c'était pas vraiment un match, c'était totalement badass, 20 minutes vraiment, j'étais captivé, j'étais vraiment à fond dans le truc, très bien réalisé, je le dis encore une fois, j'avais peur au niveau de la stipulation, mais la WWE a fait un travail excellent, je trouve que c'est un très bon main event pour cette première nuit de WrestleMania. Je vais mettre la note de 9 sur 10, je mets pas plus parce que c'était pas vraiment un match, hein. C'était pas vraiment un match, c'était plus vraiment limite un morceau de série, mais c'était quand même génial, c'était vraiment très bien fait, donc toutes mes félicitations, j'ai beaucoup aimé ce match. Voilà donc ce qui conclut notre première nuit de WrestleMania. C'est le temps de faire un petit bilan, j'ai envie de dire à mi-parcours. Donc c'était correct, c'était franchement correct. J'avais très peur, très peur de ce WrestleMania. J'en attendais pas beaucoup de choses, donc mes espoirs étaient pas très hauts non plus. C'était très correct, la plupart des matchs étaient quand même bons. Il n'y a pas eu de fausses notes, il y a eu des finishes un peu, on aurait aimé que ça soit un peu plus clean, un peu mieux, mais bon, voilà, grosso modo dans l'ensemble il n'y a pas eu de grosses fausses notes de la part de la WWE. J'ai bien aimé, je pense que le main event participe évidemment à remonter la qualité de cette première nuit, donc très correct dans l'ensemble. J'attends de voir demain ce que ça donne. Allez les amis, moi je vais me coucher, il est tard, on se retrouve demain. De retour les amis pour la nuit 2 de ce WrestleMania. Et allez, on perd pas plus de temps, on commence tout de suite avec le match de pré-show. Liv Morgan faisait face à Natalya dans un match qui a duré un peu moins d'une dizaine de minutes, encore une fois. Le match est assez mou, Natalya est plutôt violente, mais le match reste dans un rythme assez dégueulasse. Je rentre pas du tout dedans, le match est à sens unique, quasiment
uniquement dominée par Natalya. Je comprends pas ce booking, je comprends ni l'intérêt du match, ni le booking, je trouve que c'est vraiment très mal fait. At the end of the day, c'est Liv Morgan qui repart avec la victoire, avec un espèce de roll-up dans une fin plus que laborieuse. Liv avait essayé, Natalya a retourné, puis Liv a refait et elle a gagné. Voilà, bon, 1, 2, 3 comme ça. Après s'être fait tabasser pendant 7-8 minutes, grosso modo. Si ce match avait eu lieu en la présence du public, il aurait été dégueulasse. Ça aurait été un vrai scandale. Heureusement pour elle, l'arène était vide. Là, on commence mal. Là, on commence très très mal. Autant hier, il y avait un petit truc. Autant là, dès le début, on sent que, attention, la WWE peut nous resservir des matchs d'une qualité moindre. Donc à surveiller. Attention. 1 sur 10 pour ce match. On continue avec le match féminin puisque le premier match de la soirée oppose Charlotte à Rhea Ripley pour le titre de championne NXT. C'est le seul titre NXT défendu lors de WrestleMania. Ce soir, Charlotte avait gagné le Royal Rumble et avait choisi de défier Rhea Ripley. Le début de match, en fait, j'ai l'impression que tous les débuts de match sont un peu mous. Donc là, j'ai du mal à rentrer dedans. Les quelques premières minutes sont assez longues, mais après, je dois avouer que je suis rentré dedans assez bien et ça, pour le coup, j'étais content. J'avais peur que ce match soit loupé, mais une fois que c'est lancé, non, je trouve ça plutôt pas mal. Pareil qu'hier dans le match des Kabuki Warriors, Rhea Ripley, elle passe sa vie à crier. Elle a fait que crier pendant littéralement tout le match. Charlotte Flair cible la jambe de Rhea Ripley, elle essaye de l'affaiblir pour mettre en place sa prise de soumission. C'est Charlotte qui l'emporte comme prévu avec sa prise de soumission et qui devient pour la 3e fois championne NXT. Belle victoire méritée pour Charlotte qui était quand même un cran au-dessus dans le match. On a senti l'expérience, on a senti aussi le fait qu'elle soit dans le main rooster, qu'elle soit déjà passée par NXT, qui lui donnait un avantage considérable sur Rhea Ripley. Voilà, donc très bon match. Même si Rhea Ripley s'est bien battue, je mets la note de 8 sur 10. Le match suivant voit Bobby Lashley affronter Aleister Black. C'est un petit peu le match dont tout le monde s'en bat les couilles. Parce que même si on aime bien les deux gars, il n'y a aucune raison que ce match existe. Aucune storyline en cours, aucune rivalité, rien du tout. C'est juste un match random, complètement bouche-trou de WrestleMania. Je vous rassure, ça va pas durer très longtemps. Ça dure à peu près 7 minutes. Bon, je dois dire que ça fait plaisir de voir Bobby Lashley dans un vrai match. Parce que Bobby Lashley, on en a un peu marre qu'il soit sous-utilisé. Ça, pour le coup, ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs, Bobby Lashley réussit à s'établir plutôt pas mal dans toute la première partie de match. Et c'est plutôt bon. Il est assez dominant, il s'impose, tout ça. Aucun problème là-dessus. Et là, pile à ce moment-là, la WWE nous refait de la merde. Elle nous fait du bullshit. Un finish tout droit sorti de mon cul, les amis. Pour aucune raison. Strictement aucune raison. Et vous sentez la colère qui commence à s'élever dans ma voix. Parce que pour aucune raison, Aleister Black, il sort un Black Mass. 1, 2, 3, victoire d'Aleister Black. Mais what? C'était quoi ce match? Aucune logique. Aucun sens, aucune crédibilité, aucune storyline dans le match. C'est quoi? C'est qui a booké ce match? Qui a booké cette merde? Putain, mais sérieusement, merde, arrêtez ça, arrêtez ça. 3 sur 10 pour ce match. Et encore, vraiment, c'est parce que je vous jure que je suis gentil. Aleister Black se fait mener tout le match, il se relève, Black Mass, fin de l'histoire, fin du match. C'est quoi là? Qu'est-ce qui s'est passé dans vos têtes pour vous dire que ça allait être une bonne idée? Putain, mais je sais pas, réfléchissez un peu. Donc là, ça y est, hein. Attention, on est dans ce que j'avais peur. La WWE nous resserre des bookings de merde, les amis. Attention, attention. Le match suivant, Dolph Ziggler face à Otis. Vous l'aurez deviné, ce match fait moins de 10 minutes, puisque c'était l'une des 2 consignes de WrestleMania. Et c'est un autre match dont on s'en bat les couilles, pour être tout à fait honnête avec vous. L'objectif principal de ce match, en ce qui me concerne, c'était d'essayer de ne pas s'endormir. Ce match est très inintéressant avec un faux rythme. J'ai l'impression de voir un enchaînement de prises en fait sans aucune logique les unes avec les autres. C'est juste des prises, voilà, comme ça, dans un rythme assez lent. Voilà. Donc vraiment, faut faire un effort pour pas s'endormir. À la fin du match, et comme je l'avais prédit dans ma vidéo pronostic, Mandy Rose intervient pour aider Otis, lui redonner l'avantage et aussi également la victoire. Donc voilà. Parce que Dolph Ziggler, il était en train de tricher avec Sonya Deville. Donc victoire d'Otis, qui célèbre sur le ring avec Mandy Rose. Ça s'embrasse, et probablement plus
si affinité. J'ai mis la note de 4 sur 10. Dites-moi dans les commentaires les amis ce que vous avez pensé de ce match. Allez, on continue avec un match que j'attendais avec énormément d'impatience. Edge affronte Randy Orton dans un last man standing match. Un très très gros match qui va faire plaisir jusqu'à ce que je le regarde. Je m'explique, ça va être assez long les amis. N'hésitez pas à réagir en commentaire à tout ce que je dis. Donc déjà, ça me fait de la peine vraiment pour Edge que le match se passe un petit peu sans public parce que je sais qu'il est très attaché aux fans. Il avait fait son retour au Royal Rumble et sincèrement, je me dis que c'est vraiment dommage pour lui de pas avoir de fans dans l'arène pour ce fameux match à WrestleMania face à Randy Orton. Le début du match, il est ultra prévisible. Genre, je l'ai vu venir à 10 000 km. Edge fait son entrée en premier, il est sur le ring et il fixe le stage. Musique de Randy Orton, bien évidemment, Randy Orton n'arrive pas. Et Randy Orton arrive par derrière avec un RKO, voilà. Il s'était mis en mode avec une veste et un espèce de, je sais pas quoi, de survêtement. Il s'était mis en mode caméraman et il a pris Edge par derrière, boum, RKO. Et juste après, il en fait un deuxième dès le début du match. Edge a des difficultés à se remettre debout, mais il arrive quand même à se relever. Après ça, le match continue un petit peu à l'extérieur du ring, dans le Performance Center, dont notamment la salle d'entraînement. Edge tente un petit peu des choses, c'est pas forcément concluant. Et jusque-là, ça fait environ 10 minutes de match, c'est quand même pas terrible. Je trouve ça pas ouf du tout pour l'instant. On peut aussi parler du caméraman qui va gêner les catcheurs à plusieurs reprises. Alors là, vous allez me dire, oui, c'est un last man standing match, les mecs se déplacent. Je suis désolé, ça serait jamais arrivé dans des conditions de show normal. Et puis, bon, qu'il les gêne une fois, ok, mais là, il les a gênés 2, voire 3 fois. Voire même encore plus en fait. Donc là je suis désolé, mais c'est pas pro du tout. Et moi je vais pas vous mentir, je suis assez déçu. Le match tire en longueur, le match traîne, il se passe rien de véritablement intéressant et ça me gêne. C'est pas agréable à regarder, j'en attendais plus d'un match entre Edge et Randy Orton. J'ai l'impression en fait qu'on fait une visite du Performance Center plus qu'on regarde un match. Et ça me gêne, vraiment ça me gêne. Si vous écoutez bien, on peut même entendre Edge et Randy Orton se parler entre eux à plusieurs reprises pour dire ce qu'ils vont faire ensuite. Et ça, vraiment, c'est pareil, je trouve ça inacceptable. Je pense que l'un des moments les plus flagrants, c'est quand ils sont au niveau de la zone d'interview. On les entend, voilà. Donc écoutez bien, mais vous allez voir, c'est vraiment incroyable. Et c'est pareil, l'arbitre. Je trouve qu'il met trop longtemps avant de démarrer les comptes. Genre, il va, à chaque fois qu'il y a une grosse prise, il se penche vers les catcheurs et il vérifie est-ce que ça va, est-ce que t'es en bonne santé et tout. Et seulement après, il compte. Alors qu'en vrai, s'il commençait à faire le compte directement, le compte de 10, on l'aurait. Parce qu'à chaque fois, ça gagne facilement 20-30 secondes. Donc ça, c'est pareil. Je trouve pas ça ouf, je suis assez déçu. C'est finalement Edge qui va gagner avec un concerto. Au bout de 40 minutes de match, ils étaient au sommet d'un camion. Il fait le concerto, il tape la tête, il frappe la tête de Randy Orton entre deux chaises sur le sommet du camion. Et c'est ce qui lui permet d'aller chercher la victoire. Je suis vraiment très déçu, le match était trop lent. Ça a duré pour moi trop longtemps, ça a duré 10 minutes, un quart d'heure de trop. Je pense qu'ils auraient pu faire les mêmes choses en un peu plus rapide ou peut-être en faire un petit peu moins, notamment au début dans la salle d'entraînement, c'est particulièrement long. Il y avait des beaux spots sinon, et ça c'est dommage parce que ça n'a pas été mis en valeur, ça a été un petit peu dégradé par toute la lenteur du match, voilà. Et j'aurais voulu voir quelque chose d'autre. C'est pas tant ce qu'ils ont proposé, c'est plutôt la façon de le faire, voilà, qui m'a déçu. Je mets 6 sur 10 quand même. C'est plus que correct comme note, on va dire. Dites-moi dans les commentaires, les amis, ce que vous avez pensé de ce match. Après, très rapidement, on a un autre passage avec le titre 24-7 qui était détenu par Mojo Rawley, qui déboule dans l'arène. Plusieurs catcheurs le suivent. C'est Rob Gronkowski, Lost de WrestleMania, qui va sauter un petit peu de l'espèce de balcon là pour sur tous les catcheurs pour les anéantir et faire le tomber sur Mojo Rawley et devenir le nouveau champion 24-7. Voilà, ça sent un petit peu la rivalité. Bon, c'est 24-7, je trouve ça un peu pourri, mais voilà, ça, on va dire que ça distrait. C'est ce qui s'est passé, donc je vous en parle. Allez, on enchaîne avec un match par équipe. Les Street Profits défendaient leur titre face à Angel Garza et Austin Theories. Donc c'est un match de 7 minutes, ça a été court, très très court encore une fois, mais bien rythmé. Un peu de high fly, du bon travail par équipe, notamment de la part des Street Profits, qui s'imposent et qui remportent le match sans réelle difficulté. Pas trop de storytelling, ni d'éléments marquants dans ce match. Je mets la note de 5 sur 10. Après le match, Bianca Belair vient aider les Street Profits, voilà, face à Zelina Vega.
Grosso modo, rien d'extraordinaire. Dernier match féminin de cette carte de WrestleMania. Bayley défend son titre dans un fatal 5-way match contre Naomi, Lacey Evans, Tamina Snuka et sa pote Sasha Banks. Donc dès le début, c'est du 4 contre 1, grosso modo, contre Tamina. Ils ont compris que Tamina, c'était l'adversaire la plus dangereuse et qu'il fallait allier ses forces pour réussir à l'éliminer. Sasha Banks et Bayley fonctionnent en équipe, et de l'autre côté, on a Naomi et Lacey Evans qui fonctionnent elle aussi en équipe. On a un petit peu ce jeu des alliances dès le début, avec les copines qui s'aident à faire le tombé pour éliminer progressivement les adversaires. C'est plutôt pas mal. C'est Tamina en fait qui a pas d'alliance, qui a pas de copine vraiment d'alliés dans ce match, qui va se retrouver un petit peu lésée, un petit peu larguée, et au final c'est elle qui va être la première éliminée, juste après que tout le monde lui ait fait une prise en fait. Naomi fait ensuite une excellente performance à 2 contre 1 contre Sasha Banks et Bayley. Malheureusement, elle se fait soumettre par Sasha Banks. Il y a aussi un petit peu d'eau dans le gaz entre Bayley et Sasha Banks, et ça se traduit littéralement par l'élimination de Sasha Banks par Lacey Evans, qui lui met sa prise de finition, là, son coup de poing, sa woman's right. Donc finalement, il ne reste plus qu'un tête-à-tête entre Bayley et Lacey Evans, finalement remporté par Bayley grâce à l'intervention de Sasha Banks qui revient et qui lui porte sa prise de finition. Le match était top, la fin gâche un peu tout, honnêtement, le finish c'est un peu de la merde. La WWE, je pense, doit apprendre à faire gagner les heels proprement, ça fait plusieurs fois que j'en parle, c'est important pour leur donner de la crédibilité, de montrer qu'ils sont capables de gagner propre. Là, je pense que c'était le cas. Soit Bayley aurait dû gagner propre, soit Lacey Evans aurait dû devenir nouvelle championne. Mais je trouve ça un peu dommage de faire réintervenir une nouvelle fois Sasha Banks. Donc voilà, je mets la note de 7 sur 10. C'était quand même un très bon match féminin. On continue avec un match qui a été lui aussi très attendu. John Cena contre Bray Wyatt, The Fiend, dans une stipulation un petit peu spéciale. Firefly Funhouse match, voilà, stipulation toute nouvelle qu'on ne connaissait pas vraiment, qui est un peu bizarre en fait, puisque apparemment Bray Wyatt a dit à John Cena qu'il allait s'affronter lui-même dans cette propre stipulation. Donc le match commence lorsque John Cena rentre dans la maison de Bray Wyatt, la Firefly Funhouse. C'est l'endroit où, vous savez, Bray Wyatt tourne ses vignettes à peu près toutes les semaines à SmackDown. Donc voilà. Le match est encore une fois tourné d'une façon film. J'ai l'impression que décidément la WWE aime bien ce style et qu'on sera amené à souvent en retrouver par la suite dans les autres pay-per-view, dans les autres événements de la WWE. Je pense qu'elle a vraiment pris goût à ce type de match. Encore une fois, donc le match est beaucoup édité, lourdement édité, beaucoup d'éditions, beaucoup d'ajouts d'images, beaucoup de travail de montage aussi, beaucoup d'ajouts de musique pour nous permettre en fait de retracer, de comprendre et de sentir un petit peu ce que vit John Cena au fil de son voyage. On a l'impression, en tout cas on le voit revivre à peu près les moments à peu près marquants de sa carrière, avec le commencement et puis d'autres événements marquants même de l'histoire du catch auquel John Cena n'a pas forcément pris part. John Cena entame ensuite un dialogue avec Bray Wyatt sur le ring jusqu'à ce que Bray disparaisse et The Fiend réapparaisse. Commence alors la confrontation physique. The Fiend domine à 100%, John Cena ne peut pas le toucher, The Fiend est triomphant et il finit par faire disparaître John Cena. Voilà, petit bout de film d'une quinzaine de minutes, c'était bien monté, un bon travail d'édition de la part de la WWE et qui fait une pause dans la soirée entre les matchs qui se succèdent. Alors maintenant la question qu'on peut se poser, c'est que va-t-il se passer par la suite pour John Cena et que va-t-il se passer par la suite pour The Fiend, parce que ça remet vraiment plein de choses en question, ce scénario de 15 minutes, donc voilà. Hâte de voir la suite en tout cas, c'était bien fait, bon travail de la WWE, je mets 8 sur 10, dites-moi en commentaire les amis ce que vous en avez pensé. Et enfin pour terminer, notre main event de cette deuxième nuit de WrestleMania. Drew McIntyre affrontait Brock Lesnar pour le titre de champion WWE. J'essaye de rester calme. Match de 4 minutes, claqué au sol comme jamais. 3 F5, 4 clés morts. La WWE pue la merde et est totalement incapable de faire des bons matchs avec ses champions majeurs.
Je suis désolé, c'est la même que Goldberg, Braun Strowman. Au bout d'un moment, faut arrêter. Si les mecs sont pas capables de catcher, vous les foutez pas champions et vous les foutez pas dans des matchs à Mania. C'était dégueulasse, c'était inregardable. Franchement, ça me dégoûte. Je suis vraiment énervé. Je suis vraiment énervé. Je suis vraiment déçu. Tout le monde attendait un match à peu près construit. Drew McIntyre, c'était vraiment l'adversaire parfait pour ça. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas eu l'intelligence de faire les choses correctement. Je suis désolé, mais c'est impardonnable. C'est impardonnable, c'est inacceptable. Et en plus, ça fait plusieurs années maintenant que le public commence à s'habituer à avoir ce genre de match de merde. Parce que, excusez-moi, mais il n'y a pas d'autre mot. Très très court, avec des superstars de machin qui sont payés des millions et des millions et des millions. C'est même pas capable de faire 30 secondes sur un ring. Enfin, je suis désolé, mais au bout d'un moment, il y a pas d'excuse, quoi. Il n'y a pas d'excuse. Vraiment, il n'y a aucune excuse. Et je ne comprends pas les gens qui cautionnent ça. Et je ne comprends pas les gens qui défendent ça. Bref, je mets la note de 0 sur 10 pour ce main event. Voilà, comme ça, c'est emballé, c'est pesé. J'espère que Drew sera un bon champion. Et très sincèrement, j'étais content de ne pas être dans le public à Tampa, de pas avoir été à WrestleMania, assister à ça. Parce que si ça avait été en live, j'aurais pété un câble. J'aurais pas assumé. J'aurais pété un câble de ouf. Donc voilà, bref, je veux plus parler de ce match. En conclusion, du coup, grosso modo, sur la deuxième nuit de WrestleMania, j'ai trouvé que la qualité était peut-être un petit peu moins bonne que la première nuit. J'avais beaucoup d'attentes, notamment au niveau de Drew McIntyre, Brock Lesnar. Voilà, donc ça inexistant. Mais surtout sur Last Man Standing match, que j'ai pas du tout trouvé terrible. Hein. Ça sentait vraiment le réchauffer et encore, je suis gentil. Non, le niveau assez en dessous. Après, voilà, Firefly Funhouse, c'était cool, mais c'était pas, pour moi, c'est pas du catch, ce genre de truc. C'est de la production film. Clairement, il n'y a pas d'autre mot. C'est bien, hein, c'est bien, je dis pas que c'est pas bien, mais c'est juste pas du catch, donc c'est difficile de considérer ça comme un match. Et le reste, c'était quand même assez flat. Si on compare avec la nuit 1, qui était quand même beaucoup plus complète, on peut penser au John Morrison, Kofi Kingston et Jimmy Uso, le leader match qui était vraiment très très bon. Voilà. Pour moi, c'est un peu... En fait, j'avais pas trop d'attentes pour ce WrestleMania. J'avais ciblé à peu près les matchs qui allaient m'intéresser. C'est les matchs qui m'ont pas déçu. Donc voilà, moi grosso modo, il y avait 18 matchs, je crois, sur la carte. Il y en avait 3 qui m'intéressaient. Et encore, Randy Orton Edge, c'était quand même vraiment pas terrible. Hein. Je me répète, je suis désolé, mais voilà, c'est comme ça. Il y a eu des choses qui étaient passables. Il y a eu des choses qui étaient pas nécessaires. Beaucoup de matchs très courts aussi, c'est ce que j'ai remarqué, hein. Je vous ai saoulé à vous dire ce match-là a fait moins de 10 minutes. Bah ouais, mais c'est comme ça. Et encore une fois, c'est très dommage pour WrestleMania et c'est habituer les gens en fait à du catch un peu revu à la baisse, à du catch un peu bas de gamme. Alors je dis pas qu'il faut faire 40 minutes, je dis pas qu'il faut faire 30 minutes dans toutes les matchs, hein. Attention, loin de là. Je dis juste que des fois, quand on est dans des bonnes rivalités, dans des bons trucs, il peut y avoir des rebondissements, il peut y avoir un dynamisme qui est différent. Là, les matchs étaient quand même assez uniformes. Il y a peut-être 3 matchs qui se sont détachés du lot, qui ont fait plus de 10 minutes. Mais encore, c'est le Boneyard match, qui était un truc enregistré. Le Firefly Funhouse, qui a fait 15 minutes, qui était enregistré. Et sinon, en vrai, il y a eu Randy Orton et Edge, voilà, qui a fait grosso modo une quarantaine de minutes. Tout le reste, ça faisait 10 minutes ou moins. Voire, voilà, les matchs pour les titres majeurs, j'en parle même pas. Match expéditif de merde, là. Donc, c'est vraiment habituer le public à des... Je pense... Il n'y a pas d'enjeu en fait, ça traduit véritablement qu'il n'y a pas d'enjeu dans les matchs, il n'y a pas d'enjeu dans les storylines. Les catcheurs ne dégagent pas une histoire, ne dégagent pas quelque chose, ne dégagent pas ce sentiment, cette émotion, vous savez, où on est dans le match et on oublie que le temps passe. Et quand le mec fait un kick-out, on est oh ouais, ce genre de réaction. J'ai pas eu du tout de réaction comme ça sur WrestleMania, je suis désolé. Donc c'est quand même assez faible. En qualité, c'est quand même assez faible. J'en attends plus de la WWE, j'en attends plus de WrestleMania. Après, c'était pas aussi merdique, c'était pas aussi mauvais en qualité que tout ce qu'on a pu avoir avant. Je pense à Super Showdown, je pense à Elimination Chamber. Donc, c'était pas non plus catastrophique, mais ça reste très passable pour la WWE, surtout pour ce pay-per-view qui est censé être le plus gros show de catch du monde, quand même, rendez-vous compte. Qui est en fait largement surpassé par d'autres événements hors WWE. Enfin, on peut parler d'autres fédérations, c'est pas le but dans cette vidéo, mais il y a des choses qui sont vraiment beaucoup plus intéressantes à regarder. Donc c'est dommage. Voilà, c'est mon leitmotiv, je l'ai répété assez souvent dans cette vidéo, mais c'est vraiment le sentiment que j'ai, c'est-à-dire ils ont vraiment fait le strict minimum, histoire que
les gens gueulent pas, histoire que les gens soient un peu contents. Voilà, bonne yard match, oh c'était ouf avec tes cœurs. Mais ça s'arrête là, ça s'arrête là. Et je trouve ça dommage. Donc, bah voilà, moi je pense qu'il faut continuer à se remettre en question, faut continuer à travailler, faut continuer à améliorer le produit. Et cette histoire de confinement, cette histoire de quarantaine, faut pas s'en servir comme excuse parce que je pense que si ça avait été en live à Tampa, ça aurait été la même merde. Brock Lesnar, Drew McIntyre, ça aurait été pareil. Goldberg, Braun Strowman, ça aurait été pareil. Donc faut pas utiliser vraiment cette excuse, hein. Je veux pas avoir cette excuse. Je pense qu'il faut continuer de travailler, il faut continuer de persévérer et sortir des bons matchs. On avait peut-être des matchs qui n'étaient pas nécessaires. Je pense à Elias Corbin qu'on aurait pu jeter à la poubelle. Bobby Lashley, Aleister Black qui avait aucune feud, le tag team d'Euro pareil qui est sorti de nulle part. J'ai appelé ça l'auto-random, hein, mais pour moi voilà, c'est vraiment tu prends 4 catcheurs et tu les mets dans un match et voilà, c'est tranquille. Et ça aurait donné peut-être plus de temps aux autres catcheurs, peut-être pour faire des un petit peu plus belles entrées, même sans forcément aller chercher des trucs spectaculaires à chaque fois, mais on est quand même à WrestleMania, ils auraient pu faire un petit effort sur les entrées et donner peut-être un peu plus de temps voilà, dans les matchs et répartir au mieux. Bref, c'est mon avis les amis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on en discute ensemble. On se retrouve très très vite sur la chaîne YouTube de So Catch by Al. L'occasion aussi pour moi de vous rappeler de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche. Retrouvez-moi sur Instagram, @TheDudeAl. D'ici là les amis, restez à l'affût, restez affûtés. À très bientôt. Sois sûr de t'abonner à la chaîne en cliquant sur ma tête et regarde aussi les autres vidéos en cliquant à gauche. Allez, abonne-toi. Allez, abonne-toi mon pote, on est là pour ça.